Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous allons poursuivre dans cette deuxième partie du troisième épisode la suite des déclarations inamicales et inexactes, soit provocatrices, de M. Tebboune envers le Maroc, en essayant de percer autant que possible le secret de l'exigence algérienne, plusieurs fois renouvelée, à recevoir préalablement du Maroc des excuses avant l'ouverture d'un dialogue pour la réouverture des frontières. Et nous allons nous interroger par suite qui des deux États devrait présenter des excuses à l'autre. Mais avant de répondre à ces deux interrogations, dans les prochaines et dernières parties du présent épisode, j'aimerais signaler premièrement que par rapport aux conditions initiales que le pouvoir algérien avait déclarées imposées au Maroc pour la réouverture des frontières, les déclarations de M. Tebboune lors des 3 rencontres médiatiques que nous avons vues dans la précédente vidéo représentent une complication qualitative dans la simplification quantitative. Je m'explique. Pourquoi ? Parce que le nouveau président est apparu sur la scène politique algérienne pour les présidentielles en automne 2019 en brandissant une seule condition parmi les deux que mettaient en avant ses prédécesseurs auparavant, comme si cette condition abrégeait les deux en guise de synthèse. Rappelons ces deux conditions algériennes initiales, formulées au lendemain de la fermeture des frontières en août 1994. Premièrement, l'indemnisation des Algériens expulsés en 1994. Deuxièmement, des excuses pour avoir accusé des services secrets algériens de l'attentat de 1994. Mais pourquoi M. Tebboune a-t-il écarté la première condition en s'en tenant à la deuxième seulement? Pour faciliter la tâche au Maroc? Je ne le pense pas. Et puisque je parle de complications dans la simplification, soit au lieu de 2 exigences, dont la première implique une réciprocité socio-financière plus lourde à l'Algérie, mieux vaudrait peut-être se limiter à une seule qui demeurerait d'ordre politico-moral. Je crois plutôt que c'est par réalisme politique, par pragmatisme, tout simplement. Comment et pourquoi ? Parce que pour la première condition, reposant sur l'indemnisation des Algériens expulsés en 1994, elle implique équitablement et logiquement que l'État algérien indemnise d'abord et au préalable les centaines de milliers de Marocains brutalisés et expulsés d'Algérie auparavant, sans avoir commis la moindre infraction. Raison pour laquelle le pouvoir algérien, par la voix de M. Tebboune, a dû renoncer à cette première condition. Mais de quel acte d'humiliation parle M. Tebboune au titre de la deuxième condition? La signification du visa ne suggère nullement un geste avilissant. Et comment pouvait-il l'être de par son caractère universel, conventionnel, que chaque État est en droit d'établir ou d'annuler envers des ressortissants étrangers, bilatéralement ou unilatéralement? M. Tebboune considère-t-il le visa qu'impose la France aux Algériens comme humiliation au peuple algérien? Pourquoi ne fermerait-il pas ses frontières terrestres à tous les citoyens de l'Union européenne pour la formalité du visa Schengen, par exemple? En réalité, le visa n'est qu'un document officiel apposé sur le passeport ou délivré par les autorités compétentes d'un pays qu'un étranger doit présenter lors de son entrée sur le territoire de celui-ci. Selon la législation de chaque pays, les visas sont exigés soit pour tout ressortissant étranger, soit en fonction de la nationalité du visiteur. Voici en résumé la définition simple du visa que nous proposent les textes en la matière. De fait, c'est une condition nécessaire pour entrer et séjourner pendant une certaine durée sur le territoire d'un pays. Par conséquent, l'instauration du visa est un acte de souveraineté nationale pour tout État, membre de l'ONU. Voilà ce que nous suggère encore la Convention des Nations Unies sur les relations consulaires du 24 avril 1963, connue sous l'appellation Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le président Tebboune n'était-il pas censé être le premier à le savoir, d'autant que son pays, l'Algérie, juste indépendante de 9 mois, était parmi les représentants de 18 États participants qui ont été élus vice-présidents de la conférence. Pourrait-on le rappeler au ministère algérien des Affaires étrangères à toutes fins utiles? Vu ce qui précède, la formalité du visa
mesure de contrôle et de gestion sécuritaire des frontières n'est pas l'équivalent de la fermeture des frontières. Attention, celle-ci constituant une mesure préjudiciable aux populations des États concernés au niveau social, économique, culturel et humain, surtout quand il s'agit de peuples voisins tels le Maroc et l'Algérie, plus rapprochés par des facteurs d'union que de division. Mais cela ne semble pas convaincre les dirigeants algériens pour renoncer à leur hostilité à l'unité territoriale du royaume. D'où l'idée aberrante de Tebboune d'exiger de la part du roi du Maroc des excuses solennelles. Et d'ajouter que le souverain doit, je cite, doit d'abord faire son mea culpa aux Algériens, une condition sine qua non pour peut-être, dit-il, évoquer la possibilité de relancer le dialogue pour la réouverture des frontières éventuelles. Bon, n'est-ce pas regrettable de constater chez M. Abdelmejid Tebboune l'absence d'une finesse diplomatique plus frappante que chez tous ses prédécesseurs, pour ne pas dire un minimum de bienséance politique que recommande la déontologie protocolaire quand on s'adresse officiellement ou publiquement à un roi, surtout dans une monarchie aussi séculaire que le Maroc. Mais il est vrai que ce genre de choses, ça s'apprend dans l'art de gouverner, comme dirait Michel Joubert, et cela relève donc d'un apprentissage politique spécifique pour un homme d'État contemporain. Mais je voudrais signaler à ce propos l'incohérence de l'État algérien sur le motif des excuses exigées du Maroc après l'attentat de 1994. Car tantôt on les justifie par l'accusation portée à tort contre les services secrets algériens de la part des autorités marocaines, condition de Bouteflika au lendemain de l'instauration du visa, tantôt par l'instauration du visa envers les Algériens à la suite de l'attentat de Marrakech, condition de M. Tebboune. Ainsi, l'obstination algérienne dans l'exigence d'excuses porte étrangement sur un acte d'humiliation sur lequel les dirigeants algériens eux-mêmes ne sont pas d'accord, ni sur la nature et l'objet, ni sur la partie devant recevoir de telles excuses. Incroyable, mais vrai. Et cela, il faudrait quand même que nous essayions ensemble d'y voir un peu plus clair avant d'aller plus loin, car il s'agit d'une contradiction radicale dans les versions. En effet, l'Algérie dit attendre des excuses pour avoir été accusée à tort, selon des différentes sources médiatiques et électroniques maghrébines, dont le site web Maroc Presse du 25 août 2014. Vous voyez bien copie de cette publication devant vous sur l'écran. Mais un quart de siècle plus tard, le nouveau président Tebboune estime que c'est au peuple algérien à qui le roi devra faire des excuses. Écoutons-le. نقول لك يعتذر للشعب الجزائري قبل كل شيء لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. Ainsi, la donne change fondamentalement, car s'il s'agit d'humiliation dans les deux cas de figure comme point commun, Alger se contredit néanmoins quant à l'entité qui mériterait les excuses marocaines souhaitées. Dans le premier cas, ce sont les services secrets qui sont humiliés pour avoir été accusés par Rabat, et c'est donc à eux qu'il faut présenter des excuses. Mais dans le second cas, c'est le peuple algérien qui est humilié pour avoir été soumis au visa marocain entre 1994 et 2004, et c'est à lui qu'il faut faire des excuses en conséquence. Bien que la formalité du visa ne soit pas un acte d'humiliation comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, mais qui faudrait-il convaincre? Et puis, laquelle des deux versions faut-il considérer? Celle émanant du gouvernement Bouteflika ou celle de M. Tebboune? Ou bien faudrait-il les rejeter toutes deux tout simplement pour leur contradiction, en appliquant l'adage chinois qui dit « Devant deux versions contradictoires sur un même objet dont on ignore l'authentique, mieux vaudrait les rejeter ensemble pour ne pas tomber sur la mauvaise. » Car, selon un autre proverbe africain, la présence de plusieurs versions d'une même histoire cache souvent l'absence de la vérité. À vous de choisir l'une de ces deux maximes ou, pour plus d'assurance de sûreté, les adopter toutes les deux sur les deux versions contradictoires. Par ailleurs, dans la même dialectique que la première condition d'indemnisation finalement abandonnée par Alger, la deuxième exige également que la République algérienne soit la première à faire des excuses au Royaume du Maroc pour l'implication des autorités algériennes, tant sécuritaires que militaires,
dans plusieurs actes de terrorisme antérieurs autant que dans des opérations armées. Il s'agit effectivement d'actes de violence terribles. Ne commençons pas par l'hôtel Hasni en 1994, mais remonte bien à plus de 2 décennies de cette date. Premièrement, des attentats de commandos terroristes. Limitons-nous à 3 attentats, y compris celui de Marrakech en 1994, où le Maroc accusait le pouvoir algérien de les avoir commandités au printemps 1973 et en été 1985. Nul ne pourrait encore nous éclairer en la matière mieux que le roi Hassan II, le souverain, reconnu pour sa franchise mais aussi pour sa prudence, n'a pas l'habitude d'accuser ouvertement un pays étranger de crimes d'État sans disposer préalablement de preuves irréfutables, d'autant qu'il s'agit quand même d'un pays voisin si proche. En effet, le regretté roi a parlé un jour dans les années 80 des 2 opérations criminelles que je viens de citer, celles de 1973 et 1985, en faisant une comparaison réaliste. Il répondait aux questions du journaliste Hamid Barrada de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Question. Majesté, ne croyez-vous pas que l'infiltration au Maroc de commandos terroristes en juillet 1985 marque un changement de la stratégie algérienne? Réponse du souverain. Ce n'est pas la première fois que les Algériens agissent ainsi. Ils l'ont déjà fait en 1973, et ce, malgré nos bonnes dispositions à leur égard. Le 4 mars 1973, des commandos infiltrés à partir de l'Algérie parviennent jusqu'à Moulay Bouazza dans le Moyen Atlas. Il a fallu envoyer contre eux des forces assez importantes. Il s'est avéré par la suite que certains services algériens avaient tout planifié et exécuté. La grande différence entre les 2 opérations, celle de mars 1973 et de juillet 1985, c'est qu'en 1973, l'objectif des commandos était de créer des désordres nominalement connus. Nous savions qui allait tirer sur qui, tandis que cette fois, c'est-à-dire en 1985, il s'agissait de terrorisme dans ce qu'il a de plus affreux. On place une bombe dans un sac de papier avec un système de télécommande à distance, on la fait exploser sur une plage, un stade d'athlétisme ou de football, ou encore dans un cinéma, et puis on se sauve comme un lâche en laissant des dizaines de victimes. Cela défie toute morale et même la simple virilité. Le Maroc n'a mis en cause que la direction de la sécurité militaire algérienne, SM. Mais il est certain que ce n'est pas n'importe quel organisme. Et je souhaite que le président Benjdid tire les conclusions qui s'imposent. Sinon, nous serons conduits à renvoyer la balle à l'Algérie. Nous pourrions le faire aisément. Ce n'est pas le recrutement qui manque. Mais je n'ai pas envie de jouer au tennis dans ce domaine. Fin de citation. Alors pour ceux qui, parmi vous, voudraient lire l'intégralité de l'interview, je les renvoie à la revue Jeune Afrique numéro 1299 du 27 novembre 1985. En effet, le souverain n'a pas mâché ses mots. Le Maroc n'a mis en cause que la direction de la sécurité militaire algérienne. D'ailleurs, faut-il le souligner, l'opération criminelle du 4 mars 1973 constitue le premier acte terroriste sur le continent africain. Nous dirions même le premier acte terroriste du XXe siècle, commandité par une structure d'origine arabe, car on était à 6 ans de la prise de la grande mosquée de la Mecque au printemps 1979. Une opération de terreur inédite contre un sanctuaire religieux où sont impliqués des membres de la famille de Ben Laden en Arabie Saoudite. Mais l'on ne parlait pas encore d'Al-Qaïda. Il fallait attendre 15 années avant la création de cette organisation terroriste à l'automne 1988 et qu'il était loin, loin, loin le 11 septembre 2001. Ironie du sort que l'État algérien, et non pas le peuple algérien, je dis bien l'État algérien, soit le premier exportateur du terrorisme en Afrique et que le Maroc, son voisin, soit la première cible et victime de ce terrorisme à travers leurs frontières terrestres. Ainsi, l'appareil politico-militaire algérien violait ignoblement en 1973 le territoire national de son voisin de l'Ouest pour y perpétrer des tueries au mépris de la morale et des principes de bon voisinage.
Pourtant d'abord, le gouvernement algérien avait conclu avec le Maroc le célèbre accord d'Ifrane le 15 janvier 1969, baptisé Traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, par lequel les deux pays s'engageaient de bâtir une paix permanente, une amitié solide et un voisinage fructueux. Pourtant aussi, le gouvernement algérien avait signé la convention relative au tracé de la frontière d'État établie entre les deux pays 9 mois auparavant, le 15 juin 1972. Pourtant encore, les frontières entre les deux pays n'étaient pas fermées. Et pourtant enfin, le président Boumedienne jurait ses grands dieux d'être fidèle à son homologue marocain quant à la question du Sahara, en le soutenant dans sa politique de décolonisation envers l'Espagne. Il convient de signaler par ailleurs que le président Benjdid, à l'apogée de son règne, durant les 13 années de son mandat présidentiel qui lui restait, n'a jamais eu la velléité de demander au Maroc des excuses pour avoir incriminé les services secrets algériens des opérations terroristes des années 1973 et 1985. Le roi n'a pas renvoyé non plus la balle à l'Algérie et n'a pas eu envie de jouer au tennis dans ce domaine. Mais il faut dire aussi que les hommes ont de l'intelligence et qu'ils peuvent faire évoluer leurs pensées. C'est une opinion que le roi Hassan II exprimait particulièrement à l'égard de Chadli Benjdid en sortant de l'Élysée le 19 février 1980, après une longue entrevue avec le président Giscard d'Estaing sur la question du Sahara. Je passe maintenant aux attaques des unités de l'armée nationale populaire algérienne, l'ANP. Presque 3 ans après le premier attentat terroriste de mars 1973, c'était au tour de l'armée algérienne de passer à l'agression en territoire marocain. La présence des troupes algériennes, l'ANP, camouflées en force du Polisario d'Amgala, Kifariti, Belhlo, Giltad Zemour et Mahbes en février 1976, avait surpris et choqué tous les gens pacifiques et sensés dans le monde. Une présence en territoire marocain d'autant plus surprenante que le gouvernement algérien avait toujours déclaré n'être pas concerné par le retour du Sahara occidental au Maroc, écrira le roi Hassan II dans ses mémoires. Et à Amgala, précisément, la garnison marocaine laissée sur place a été attaquée traîtreusement le 14 février 1976 par des unités de l'ANP algérienne dotées d'armements lourds, aux effectifs calculés pour une opération d'anéantissement. Cette action causa des dizaines de victimes parmi mes fils, les combattants de mon pays, ajoutera le souverain. Pourtant, ces agressions armées algériennes ne survinrent pas dans le cadre d'une guerre loyalement et ouvertement déclarée. Elles étaient donc aussi inexcusables qu'irrécusables. Trouverait-on un seul individu portant la nationalité marocaine ayant perpétré un jour un acte terroriste en territoire algérien pour y tuer des Algériens ou des étrangers? J'ai fouillé l'histoire et elle m'a répondu par la négative. Encore une fois, c'est le monde à l'envers. Un agresseur exigeant de son agressé des excuses pour l'avoir accusé d'agression. Finalement, lequel des deux États devrait faire des excuses à l'autre? Alors, de grâce, est-ce au Maroc que cette question s'adresse? Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.